Bonjour et puis bienvenue. Merci de venir nous écouter, enfin surtout écouter les intervenants du jour. Donc, je me présente très vite. Donc, de l'hôpital, je suis enseignant à l'UFR STAPS de Lyon. Je forme les enseignants en activité physique adaptée, donc qui vont justement faire entre autres des pratiques d'activité physique avec des personnes en situation de handicap. Et j'ai moi-même un parcours personnel dans ce milieu-là, en milieu professionnel et associatif. Et je fais de la recherche universitaire en laboratoire de sociologie, justement, sur les pratiques handi-escalade. Voilà, et donc je suis très content d'avoir pu réunir cette table ronde de qualité ce matin. Donc ils vont se présenter individuellement, je pense que ça sera le plus simple. L'idée de ce petit temps d'échange, on va essayer de partir d'expériences de terrain, puisque vous avez devant vous 3 personnes qui ont une expérience concrète. Et on a la chance ici, dans le territoire lyonnais, d'avoir des lieux historiques de la pratique, des pratiques handi-escalade, des lieux qui sont des lieux forts, qui sont des lieux de convergence de ces pratiques, et puis des nouvelles initiatives qui se montent et qui apparaissent et qui rejoignent un peu ce réseau des handi-escalades, qu'on peut vraiment appeler au pluriel, parce que vous allez voir que c'est multiple et c'est dans beaucoup de directions. Donc on va avoir représenté ici le secteur des clubs, du loisir en fait commun en milieu associatif, le secteur sanitaire donc avec un centre de rééducation, de suite de soins et de rééducation, et puis le secteur marchand, puisqu'on a des salles aujourd'hui qui s'engagent dans cette direction-là. Je termine avec juste un petit point. Je vais vous dire, on va parler tous les 4. On connaît ce terrain, on est acteur de ce terrain, mais il n'y a pas de personnes concernées ici sur la table ronde. C'est toujours un peu gênant de parler à la place des personnes, et en même temps, c'est difficile de faire venir une personne et de lui dire tu vas représenter. Alors, les personnes en situation de handicap. C'est des situations variées, donc. On ne va pas parler à la place des gens. On peut juste dire qu'on connaît des situations, mais bien sûr, on associe toutes ces personnes qu'on croise sur nos terrains, même si elles ne sont pas présentes ici. Voilà. Écoutez, je vous laisse vous présenter. Emmanuel, si tu veux commencer. Donc, bonjour, je m'appelle Emmanuel Vincent. Je suis la directrice adjointe de la salle d'escalade Climb Up Lyon-Gerland, qui s'appelait avant le Mur de Lyon. Pour mon parcours, j'ai été sensibilisée très tôt au handicap. J'ai découvert le handisport au sein de l'association qui se trouve à l'hôpital Henri-Gabriel. Et suite à ça, du coup, j'ai suivi le cursus STAPS pour passer ma licence APA. Et depuis 2014, je travaille au Mur de Lyon. J'ai commencé en tant qu'encadrante APA et assistante commerciale. Aujourd'hui, mes responsabilités m'obligent à faire un peu moins d'encadrement, même si j'en fais quelques-uns. Mais je reste quand même sensible à ce sujet et j'ai envie d'être acteur de l'accessibilité au sport pour tout le monde. Juste pour resituer un peu, j'ai pris la suite de Vladimir Guinaud, que certains peut-être connaissent. C'est lui qui est à l'initiative de l'handi-escalade au Mur de Lyon. Et la salle, elle fait partie du groupe Climb Up qui est fondé par François Petit. Son leitmotiv, c'est vraiment que l'escalade soit accessible pour tous, que les gens puissent venir partager leurs pratiques, échanger et qu'on accueille vraiment tout le monde. Au niveau des gens qu'on accueille, on a une grande variété de publics. On a des groupes qui viennent dans le cadre d'un projet éducatif, qui viennent donc soit avec leur propre encadrant APA, soit qui font appel à nos moniteurs pour la mise en place de ce cycle. On a des personnes qui viennent en cours particulier, alors ce sont principalement des adultes, c'est des gens qui veulent améliorer leur motricité et qui veulent, quand c'est possible, tendre vers une pratique libre. Donc nous, on essaye de les former vers une autonomie au niveau de la sécurité, principalement. On a de plus en plus d'enfants qui présentent des troubles autistiques. C'est souvent une demande des parents qui ont du mal à les inscrire dans des cours collectifs. Et du coup, on adapte. Alors, c'est souvent sous forme de cours particuliers, mais on adapte leurs pratiques pour qu'ils puissent venir régulièrement, comme dans un club, pratiquer et puis essayer de prendre confiance en eux, de cohabiter avec les autres grimpeurs. Et on accueille depuis plusieurs années le championnat d'escalade qui est organisé par le comité départemental du sport adapté.
c'est un événement historique qu'on a dans notre salle. Ça permet de voir des groupes qu'on a accueillis dans le passé, de voir un peu ce que deviennent les gens. Et puis, ça permet aussi de voir ceux qu'on accueille actuellement dans des conditions différentes, qui est une pratique personnelle en compétition. Je laisse la place pour la suite. Ouais, merci. Oui. Oui. Alors, c'est activité physique adaptée, excusez-moi. Bonjour, donc, moi c'est Émilie Hubert, je suis ergothérapeute au centre Roman Ferrari du coup. Je ne connaissais pas l'escalade moi avant, enfin personnellement je ne pratique pas l'escalade. J'encadre avec 2 kinés un groupe en fait. Avec Cyril, on va sur son mur du coup. L'objectif c'était de pouvoir proposer une activité adaptée aux enfants qu'on accueille. Donc on accueille des enfants de 0 à 20 ans à peu près. On n'emmène pas les tout petits, mais à partir de 3-4 ans, on les emmène en tout cas à l'escalade. On constitue des groupes de 6 maximum, puisqu'on est 2 à 3 encadrants. On limite l'accès à personne, en tout cas de notre centre, sauf vraiment phase trop aiguë, où il faut une certaine stabilité en tout cas. Et l'objectif, c'était de voir tous les intérêts au niveau de la rééducation, aussi bien moteur que cognitive. En fait, on a pu développer plein d'objectifs qui sont en lien avec le patient. Du coup, on essaye de vraiment le faire participer en amont pour qu'il ait ses objectifs, qu'on le guide aussi vers nos objectifs que nous, on avait en tête, si c'est difficile pour lui de penser à des objectifs précis en fonction de l'activité qu'il ne connaît pas forcément non plus. Donc, voilà. Et voilà, on a un projet de mur aussi au sein de notre centre, en fait, pour pouvoir proposer à plus de patients, parce que là, ça reste des cycles de 6 séances. Donc certains patients ne peuvent pas profiter de cette expérience parce qu'ils partent avant la fin du cycle. Donc on voudrait faire profiter au maximum de cette expérience. Voilà. Est-ce que tu peux préciser ce que l'établissement en fait, oui. Alors c'est un centre de rééducation, enfin de soins de suite de rééducation pour les donc que pédiatriques, pour les enfants brûlés, la traumatologie et la neurologie en fait. Donc voilà, on a un public très varié. C'est juste après l'accident. En fait, on accueille les enfants des fois 3-4 jours après la sortie d'hôpital, ou après l'accident. Donc il faut qu'ils soient suffisamment en forme pour pouvoir les emmener du coup. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Cyril Gauthier. Bon, pour vous resituer un petit peu, moi je suis initiateur depuis 25 ans, grosso modo. Donc j'ai un parcours associatif lié au handicap, parce que dans mes premiers temps en tant qu'initiateur, j'ai fait les premiers accueils d'enfants trisomiques. Et j'ai transformé l'essai il y a 20 ans. Je suis devenu professionnel de l'escalade. Et j'ai eu la chance en 2005 de rejoindre un projet qui datait du milieu des années 80 sur Vaux-en-Velin, 86, avec Alain Bondetti, Corinne Christol, qui avait développé l'accueil de personnes porteuses de handicap physique, principalement à l'origine, sur Vaux-en-Velin. Un projet qui s'était d'ailleurs développé avec un mur spécifique qui a été monté en 92. Et depuis, on a un accueil qui est quotidien sur le handicap physique. Et j'ai ouvert vers du handicap mental et sensoriel au fur et à mesure. Et là, ça va faire 17 ans que j'ai un accueil quotidien où on essaye de ne pas s'interdire d'accès public, on essaye d'ouvrir à tout le monde, en fonction des capacités de chacun. Un accueil, je me permets, c'est un accueil qui doit être adapté à chacun. Il n'y a pas un accueil standard. Ça va du cours individuel au cours collectif, à une démarche inclusive. C'est d'ailleurs le modèle qu'on essaye de privilégier, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis voilà, un peu de compétition, mais ce n'était pas dans nos objectifs principaux. Avec Hugues, on a la chance de coacher deux sportives. Là, on a de belles expériences en compète aussi. Je ne sais pas si... Oui. Alors c'est... pardon, oui, non. Alors dans le champ, c'est vraiment un emploi en structure associative. C'est-à-dire que c'est une association de loi 1901. Première association du département du Rhône, de tête, fondée en 84. Et moi, j'interviens dans un cadre où je vais accueillir d'autres structures associatives ou d'autres centres de rééducation. C'est une petite association. J'ai 160 adhérents les meilleures années, dont au moins 10% de personnes en situation de handicap qui sont adhérentes en leur propre nom.
Et ça représente, en termes d'accueil, je crois, l'an dernier, malgré la Covid, j'ai suivi, je crois, 120 pratiquants porteurs de handicap sur l'année. Je compte que du suivi. On privilégie d'ailleurs un travail dans la durée, pas trop des grands messes à la journée avec des initiations. On est vraiment sur un travail de fond, d'où l'accueil de centre, avec des projets qui sont structurés, des projets sportifs personnels. Après, ça va du loisir à la compétition. Il n'y a pas d'imposé. Alors, on est affilié à 2 fédérations, alors principalement à la FFME à l'origine, et depuis 5 ans, on est affilié à Handisport, qui nous a remis un label à 2 années de suite sur des accueils qui sont réalisés. Le tout, enfin, doublé d'un centre de formation, parce que ce savoir-faire dans le handicap, il a fallu le diffuser, enfin, c'est une nécessité pour que ça puisse se passer bien dans plein de centres ailleurs. Donc depuis 92, on est centre de formation et on se déplace dans les établissements de rééducation et d'autres associations pour former des initiateurs ou des kinés, des ergots à une prise en charge rééducative sur une formation qui est... On donne des attestations de formation, c'est pas une formation diplômante d'État. Un jour peut-être, mais là pour l'instant on est sur l'idée de diffuser un modèle d'accueil qui paraît pas toujours évident. On en reparlera après, pas de souci. Donc merci. Donc vous voyez, l'idée, c'est d'essayer maintenant qu'on puisse échanger autour de ces 3 dispositifs qui sont dans le champ des escalades. C'est un monde mixte, varié, avec des interdépendances. Et en fait, on va voir qu'il y a des liens qui existent et qui se vivent entre ces différentes structures, entre un modèle marchand dans une salle commune qui est d'accès libre, en fait, à partir du moment où on acquitte le droit d'entrée. Un modèle qui est dans un milieu sanitaire, donc avec une vocation rééducative et thérapeutique, et puis le modèle club. Alors quand je dis modèle, ce n'est pas des normes à suivre, mais en tout cas ce sont des exemples existants. Ce que je vous propose aussi, comme vous le sentez, si vous voulez poser une question au milieu, c'est bien aussi, c'est plus interactif, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. Est-ce que du coup, maintenant qu'on a fait un peu ce tour de présentation, est-ce que vous pourriez essayer de caractériser un peu, chacun et chacune, quelle finalité vous voyez, comment vous percevez en fait ce choix, l'intérêt des pratiques handi-escalade que vous proposez, comment vous les finalisez en se disant que ça correspond à une attente, à un besoin. En tout cas, vous, c'est le programme que vous vous êtes fixé. On sait tous que l'escalade, c'est très en vogue en ce moment. Si on est ici, c'est qu'on est convaincu des bienfaits de ce sport, que ce soit physique, pour retrouver de la motricité, que ce soit mental, pour retrouver de la confiance en soi. Nous, il y a un grand intérêt aussi, c'est pour le côté social, se resociabiliser, retrouver confiance en les autres, savoir écouter, respecter une consigne. Il y a tout ce côté sécuritaire qu'on instruit. Et notre rôle, quand c'est possible, c'est vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils puissent, à la suite d'un cycle escalade, continuer à pratiquer. Alors c'est soit les mettre en lien avec des associations pour qu'ils puissent pratiquer librement tout en restant encadrés, soit les former au maximum pour qu'avec un membre de leur famille ou leur éducateur attitré, qu'ils puissent venir de manière libre pratiquer dans notre salle. Nous, c'est notre visée principale en tout cas. Centre de rééducation, c'est vrai que l'objectif, c'est pas forcément l'activité escalade à la base. C'est vraiment un moyen, un média qui peut nous faciliter pour travailler des objectifs et surtout de transférer les acquis vus en salle de rééducation vers une activité extérieure et aussi valoriser les jeunes en disant ça fait peut-être des mois que tu travailles ça, mais en tout cas ça peut te servir à faire ça. C'est vraiment une ouverture vers l'extérieur et souvent ils apprécient vraiment ce moment-là parce que on voit tout le chemin parcouru. On peut leur proposer plusieurs sessions justement pour aussi voir à quel point on peut progresser grâce à une activité signifiante en fait, plutôt que des exercices vraiment très analytiques qu'on peut leur proposer au sein du centre. Et l'ouverture vers l'extérieur, c'est vraiment aussi important pour nous de pouvoir aller. Là, pour l'instant, c'est à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qui est bien, malgré qu'on ait le projet de l'avoir un mur à Romans, mais ça permet de voir d'autres jeunes, de
on les croise juste, mais ils se jouent plein de choses en fait lors des séances. Et il y a Cyril qui ne connaissent pas, voir leurs interactions. Enfin, on a vraiment plein d'objectifs et c'est très varié. Et nous, on peut vraiment travailler des objectifs qui peuvent paraître très petits au début, mais ça peut être vraiment que sensoriel, que toucher le mur, le regarder. Et en fait, ça permet de travailler une multitude d'objectifs pour nous. Donc, c'est une activité très complète en fait, aussi bien motrice que cognitive et sensorielle pour les plus petits. C'est vraiment très très complet. De mon côté, je voudrais juste remettre un chiffre un peu en tête, c'est la part de personnes porteuses de handicap dans la population française, c'est au bas mot, c'est 10% de la population, tout type de handicap. Donc c'est vrai que si on n'a pas une ouverture club ou une ouverture sportive, c'est 10% de la population qu'on laisse un peu au banc d'une activité sportive. Le CPEA, il est situé dans un quartier qui est en politique de la ville. Et dans ces types de communes, on a même plutôt une proportion de 14% de personnes porteuses de handicap. Donc on ne peut pas laisser ces populations sans activité. Et je pense qu'on est tous d'accord sur l'intérêt de l'activité. On peut développer beaucoup d'interactions sociales, de capital moteur. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur l'escalade. Et c'est pour ça qu'on a une ouverture maximale, nous, là, sur l'association, en essayant d'être sur tous les types de handicap. Voilà. Les porter, après, il y a une notion de projet. Et moi, il ne se passe pas de séance, même en club, sans un projet sportif. C'est-à-dire qu'on va avoir un échange en début de cycle, savoir où est-ce que tu comptes aller, est-ce que tu envisages d'aller en falaise, est-ce que tu as un projet de compétition, sachant que c'est pas notre objet à la base. Il y a pour tout le monde un projet sportif qui est articulé. Après, il peut être modeste. Voilà, on a des petits objectifs. J'ai la chance d'accueillir des enfants autistes de plus en plus. Et on a des fois des parcours où le temps d'aller toucher le mur peut être dans une échelle de temps de 3, 4, 5 séances, ne serait-ce que pour mettre 2 pieds sur un mur. C'est du temps qu'on se donne, mais une fois que c'est acquis, c'est du temps qu'on gagne derrière. Voilà. On a une échelle de temps qui ne va pas être la même dans le monde du handicap que dans la pratique courante. Peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu viens de parler de cette question du rapport au temps, les spécificités, les besoins des publics accueillis font qu'il n'y a pas forcément le même rapport à l'activité, en tout cas par rapport à nos repères normés de pratiquants et pratiquantes de l'escalade, on va dire, conventionnelle. Est-ce que justement chacun et chacune, vous pourriez raconter un peu, imager un peu des situations vécues pour illustrer de façon plus concrète, de montrer un peu quels aménagements techniques, technologiques, pédagogiques vous pouvez mettre en place, quels moyens vous mobilisez, peut-être en référence à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos pratiques communes, pour essayer de mettre un peu ça en perspective et le rendre, le rendre plus concret et plus incarné. Voilà. Du coup, nous, on peut vraiment aménager aussi bien juste par le fait de l'âge ou par les compétences qu'ont les jeunes. En fait, on a un petit où l'objectif était modeste de juste qu'il puisse regarder le mur et le toucher. Ça peut paraître rien. Et en fait, pour lui, quand on a réussi à faire ça au bout de 6 séances, on était super contents. Et lui, il avait pu repérer les animaux sur le mur, venir les toucher. Et c'était un objectif qui était travaillé depuis un moment au centre. Et en fait, le fait d'être face à un mur, ça lui parlait plus, visiblement. Enfin, en tout cas, il avait plus d'intérêt et il a pu enfin aller vers l'avant, ce qu'il n'arrivait pas à faire en séance, toucher, explorer et au niveau visuel, vraiment interagir avec les autres. Et ça a été super. Ça a pris 6 séances, en tout cas, pour que ça se passe, mais ça s'est fait. Et après, avec les autres plus grands, on peut aménager vraiment, pour ce qui est cognitif, on peut faire des fiches de procédure. Alors ça, c'est souvent fait en ergothérapie, du coup, avec soit l'ergo qui le suit en temps normal, ou soit ça peut être moi qui propose aux jeunes quand on rentre, mais vraiment de faire des fiches. Le nœud 8, on fait comme ça, et on refait, et on répète tout le temps les mêmes phrases pour que ce soit intégré. Et du coup, après, ils peuvent s'entraîner pendant toute une séance à faire un nœud 8. Et eux, ils sont hyper fiers une fois qu'ils l'ont réussi. Et en fait, ça permet d'intégrer vraiment des gestes qui... Alors, effectivement, le nœud 8, on ne s'en sert pas dans le quotidien. Mais ça permet d'intégrer une procédure. Et quand ils voient qu'ils peuvent le faire pour un sport, on peut le transposer vers autre chose. Parce que ça, c'était motivant
mais peut-être que les lacets, c'était moins motivant, mais en fait, c'est le même principe. Et du coup, on reprend. Et ça permet de faire plein de transferts sur les choses du quotidien. Et c'est vraiment hyper intéressant, du coup. Et on peut aménager aussi des fois un peu plus les techniques, mais ça, c'est pas moi qui gère. Mais bon, pour l'assurage, par exemple, quand il y a qu'une main qui est possible pour utiliser. Mais en fait, on essaye de leur proposer tout, pas que grimper. Ça peut être aussi assuré malgré des difficultés physiques. Alors bien sûr, on se limite. Il y a certaines choses qu'on peut pas leur proposer, mais on aménage où on est plus avec eux pour plus les encadrer. Mais en tout cas, on atteint plein d'objectifs qu'on pensait pas au début. Voilà. Alors pour continuer sur quelques exemples, je peux parler par exemple d'un adulte qui vient dans notre salle en cours particulier depuis plus de 20 ans. C'est un infirme moteur cérébral, donc du coup voilà, il se déplace en fauteuil roulant, il peut se tenir debout sur ses pieds et après nous on lui apporte le soutien nécessaire pour que voilà, il lève suffisamment ses jambes et il tracte avec ses bras pour monter la voie. Après, il y a toute une gymnastique pour le descendre sous forme de tyrolienne. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pratique, qui a pris en souplesse, qui a pris en force, qui travaille ses doigts, voilà, et qui vient de manière très régulière, encouragé par son kiné. Après, on a d'autres groupes qui viennent. Alors certains, comme disait ma collègue, on va les responsabiliser, on va leur demander d'avoir le rôle d'assureur. Donc voilà, c'est une vraie responsabilité, ça demande beaucoup de concentration, ça demande de l'écoute aussi. Il y a un partage en fait entre celui qui va grimper et celui qui l'assure. On a aussi dans notre salle la chance d'avoir un parcours aventure. C'est comme un acrobranche qui traverse toute la salle. C'est quand même quelque chose de très attrayant. Quand les gens arrivent dans cette salle, en tout cas souvent les enfants, ils ont un grand intérêt et c'est souvent voilà, une finalité qui peut permettre d'aller là-haut, seul ou accompagné, d'en faire une partie. Il y a vraiment la gestion de la hauteur, l'appréhension qui est abordée sur cet endroit. Et puis, quand c'est possible, on a aussi une partie bloc et où les consignes ne sont pas les mêmes, les règles de sécurité non plus. Ça touche peut-être des jeunes voilà, qui veulent pas forcément faire confiance en l'autre et qui vont se dépasser de manière personnelle avec un objectif simple, aller en haut du bloc. Voilà, donc on a une grande variété de possibilités. Oui. Oui. Moteur cérébral. Oui. Alors pour lui, c'est de naissance. Et souvent, c'est une atteinte des 4 mondes plus ou moins prononcée. Ça dépend, ça peut être très varié comme impact. Ça... Et d'un point de vue cognitif, il n'y a pas de lien. Ça peut des fois. Mais c'est quelqu'un qui, a priori, réagit comme moi face à des consignes. Alors pour cette personne, oui, c'est quelqu'un qui est très investi d'ailleurs dans la ville pour tout ce qui est accessibilité sur les voies publiques, tout ce qui est sensibilisation à la différence, etc. Donc voilà, lui, c'est un travailleur qui est indépendant, qui a son logement et voilà, qui se déplace en fauteuil et qui met beaucoup de temps à faire les choses, ne serait-ce que prendre les transports en commun, rejoindre la salle, ouvrir une porte. Par contre, il sait faire son nœud, il sait, avec un soutien, mettre un baudrier et il a une grande connaissance de l'escalade parce qu'il vient depuis des années. Si je peux me permettre, pour rebondir sur votre question, je crois que c'est important parce que c'est une dimension qui est très présente dans, on va dire, les appréhensions. On y reviendra un peu sur la pratique. C'est l'image, les représentations qu'on peut se faire des personnes que l'on voit. Et typiquement, avec ce type de déficience, l'infirmité cérébrale, on pourrait avoir l'impression que ce sont des personnes qui, sur le plan cognitif, on va dire de façon simple, sur le plan intellectuel, ne sont pas dans les mêmes normes que nous. Or,
par exemple, ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que... Une déficience cérébrale n'est pas une déficience mentale. Pas forcément, non. Voilà. Non. Hein, c'est une lésion du système neurologique qui fait que mon bras, il va rester comme ça et je n'arrive pas à le... Voilà. Hein. Et de façon générale, voilà, c'est important d'avoir conscience qu'il y a des situations de handicap, il y a des contextes de vie particuliers, hein, et qu'on ne peut pas... voilà, on a toujours un peu ce risque de faire le groupe, ce qu'on disait autrefois, les handicapés. Hein, voilà. Et nous, on voit bien que dans ces... Enfin, je pense que ça apparaît suffisamment, hein, dans ces lieux de pratiques différents, il y a une multiplicité de personnes. Voilà. Pardon, je te laisse. On était dans la question des exemples ou des parcours. J'en ai un là qui me touche particulièrement en ce moment. J'ai un de mes adhérents qui est ex-moniteur d'escalade, qui a malheureusement subi un accident de la vie et qui là est revenu à la grimpe. Alors, avec une motricité toute relative. Et on arrive maintenant, là, au bout de 2 ans et demi de travail, à regrimper. On envisage même le passage de l'initiateur. On s'est remis dans un parcours où il s'est donné la chance de pouvoir faire du bénévolat. Il nous accompagne sur les groupes avec les jeunes. Là, l'activité escalade a été salvatrice pour lui. Il y a cette petite case de motricité. On était dans la motricité justement. C'est quelque chose qu'il avait gardé en lui. Vraiment. La motricité du grimpeur était restée. Et malgré les difficultés qu'il a à faire ses mouvements maintenant, quand on le met sur le mur, on retrouve un grimpeur. Il y a un petit quelque chose qui est resté là. Et pour les représentations, j'étais la semaine dernière sur un centre de rééducation, on a fait grimper un enfant qui était biamputé, les 2 jambes. Donc voilà, il ne faut pas s'interdire des accueils. On va les faire avec une prudence, avec un conseil, un avis médical. On va aller prendre de l'information auprès de nos homologues, hein, kinés, ergo, psychomotriciens. Il y a toute une petite cellule de vie autour de, pas pour moi, mes adhérents, pour le coup. Et je vais chercher ces informations-là pour pouvoir faire les adaptations qui sont toujours d'ailleurs légères parce qu'on n'a pas en escalade la chance de pouvoir modifier le matériel à notre guise. C'est très normé l'escalade, on ne peut pas modifier un baudrier comme on le veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On prend quelques petites libertés des fois avec une sellette de parapente pour mettre quelqu'un en suspension. Voilà, on le fait. On le fait parce qu'on n'a pas de matériel vraiment développé pour l'activité. Ça manque un petit peu, c'est dans les freins. En adaptation, j'ai la chance d'avoir un espace qui est vraiment dédié à la pratique aussi. Donc un mur de petite hauteur, on est à 5 mètres, j'ai 40 mètres carrés, 50 mètres carrés grimpables, tout petit espace, donc très contenant, parce que là on focalise un peu sur la part handicap physique, mais l'accueil d'enfants autistes, dans un petit espace comme ça, c'est très contenant, c'est vraiment facilitant. Et pour la part handicap sensoriel, et ben, les adaptations, ce qu'on en parlait, ça peut être de l'oreillette, ça peut être des petites choses. On s'adapte à chacun. Un mode de langage particulier pour chaque grimpeur en fonction du niveau de compréhension aussi. Voilà, mais il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de petite case où on va mettre tout le monde. Il y a des handicaps. Du coup, ce qui ressort de ce que vous dites, hein, c'est que les adaptations, accompagner des personnes en situation de handicap vers des pratiques d'escalade, quelles qu'elles soient, c'est autant du matériel, de la technologie, mais de l'humain aussi, des compétences, hein, des savoir-faire. Donc voilà, c'est une synergie, hein, de plusieurs formes d'accompagnement. Est-ce que du coup, vous pourriez revenir justement sur ce qui vous paraît être, on a utilisé ce mot de facilitateur, hein, pour vous, soit des objets, soit des dispositifs, des organisations qui font que, au regard de vos expériences, vous vous dites, ça permet de faciliter la pratique et ça peut être une forme un peu de conseil, hein, qu'on pourrait donner pour réaliser justement des séances handi-escalade adaptées. Alors, pour faciliter la pratique, il y a déjà une certaine ouverture d'esprit. Il faut que le projet soit porté par un certain nombre de personnes au sein de l'association. C'est souvent, malheureusement, un peu l'objet d'une personne au sein d'une association. Et c'est un peu dommage. Il faut une certaine main-d'œuvre, on va le dire comme ça, parce que les prises en charge les plus efficaces sont souvent sur du 1 pour 1. Ouais, ça fait tout de suite pas le même type de projet. Et dans le 1 pour 1, je veux dire éclairé, donc avec des personnes qui sont connaisseuses du handicap ou qui ont fait une démarche de formation. Alors la démarche de formation, elle va du côté de la fédération handisport, elle va sur les différentes fédés, sport adapté aussi à son cursus, je crois.
Nous, on propose des formations aussi. Voilà, il faut aller prendre de l'information pour faire un accueil de qualité. Genre, je dirais formation dans l'entourage, mais formation technique aussi. Les locaux, en facilitateur, je sais que c'est pas évident. Là, le centre Roman-Ferrari est en train d'essayer de se doter d'un mur aussi, limiter les trajets. Parce que voilà, entre partir pour une séance d'escalade sur un lieu à 5 minutes de là ou mettre en route une logistique de transport lourde, c'est-à-dire 1h30 de transport avant de venir à la séance, faire sa séance, repartir 1h30 après, ça ne donne pas la même dimension à la séance d'escalade. On va générer de la fatigue avant, voilà, donc essayer d'avoir un lieu de pratique qui soit facile d'accès, rapide d'accès. Et puis sur place, les aménagements qui sont censés être obligatoires pour tout le monde maintenant dans des locaux entièrement adaptés. Ça, on va pas polémiquer là-dessus, normalement ça doit être le cas. Nous, dans le cadre vraiment du centre de rééducation, ce qui est facilitateur quand même, c'est qu'on soit bien au clair avec les objectifs du patient au moment où on l'emmène, puisque c'est des séances c'est des sessions de 6 séances. Il faut qu'on soit au clair et qu'il n'y ait pas de désillusion face à un jeune, surtout si c'est des jeunes. On en a quelques-uns qui grimpaient avant et qui se retrouvent avec des lourds handicaps, ça peut être aussi bien physique que cognitif. On essaye de prendre toujours un temps avant, 2 temps même avant, pour leur dire on va t'emmener et c'est quoi ton objectif, pour qu'on n'ait pas une trop grande marche entre ce qui était espéré et ce qui va être fait. Et on essaye d'expliquer à chaque fois le déroulé un peu en amont en disant voilà, les séances elles se passent comme ça, c'est pas parce qu'on ne fait pas cette fois-ci tel exercice que tu aurais aimé faire que ça sera pas fait. On leur laisse toujours la possibilité de revenir une deuxième session si c'est possible dans le temps de séjour, parce que pour des jeunes qui progressent vraiment et qu'on sent que c'est top pour leurs objectifs aussi bien de rééducation que personnels, on les fait participer à une deuxième session. Mais nous, ce qui facilite vraiment, c'est qu'on soit bien au clair entre nous, nos objectifs de rééducation, leurs objectifs et ce qui est possible. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'il y a eu des fois où on n'était pas assez au clair et on sent que ça met à mal un peu tout le monde. Et c'est vraiment ce qui change tout, d'être bien au clair avant. Je vais juste rebondir sur le fait d'intégrer l'encadrant dans le projet éducatif. Nous qui sommes une salle privée, on a des moniteurs qui ont quand même envie de participer au projet, de comprendre les problématiques de chacun, de connaître en amont les difficultés de certains, les forces d'autres, et voilà, d'être plus intégrés dans ce projet pour donner plus de sens à l'activité. Et puis, comme il rappelait aussi, c'est sur le côté encadrement de prendre l'activité avec son sérieux et de faire appel à un encadrement de qualité pour que l'activité soit faite dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais peut-être repartir justement de cette idée que voilà, on se donne des moyens pour que ça fonctionne. Et du coup, ce que vous produisez, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire quelle vision vous avez de ce que vous produisez comme escalade ? C'est-à-dire comment vous la mettez en lien avec ce qui se passe dans le contexte commun, avec... toi, tu parlais d'enfants qui grimpaient déjà avant, donc qui ont des représentations, qui ont des attentes, qui ont peut-être des rêves, comme on a tous et toutes, de performances, de voyages, de sites à visiter. C'est-à-dire, comment ce lien peut se créer là où vous êtes, comment vous assurez ou pas, ou avec des difficultés, des transitions vers d'autres espaces d'escalade, vers la pratique commune. Par exemple, je ne sais pas si Emmanuel, toi, tu es dans un lieu qui, par son organisation, brasse l'ensemble des pratiques. Il y a du très haut niveau qui vient à l'entraînement, il y a du loisir, on va dire, du dimanche qui vient grimper, il y a des groupes organisés. Voilà. Comment se vivent les interactions entre ces espaces ? Ça va dépendre des moments de la journée, mais en tout cas, on a la chance d'avoir, par exemple, un partenariat avec Lyon Escalade Sportive qui nous permet cette passerelle pour des jeunes qui sont ou qui deviennent mordus d'escalade et qui veulent pratiquer en dehors de leurs institutions. Donc il y a ce lien-là qui est possible. Et puis après, on a la chance d'avoir une grande communauté et du coup, pour d'autres personnes, peut-être des adultes qui viennent
en cours particulier, qu'ils aient la possibilité de rencontrer d'autres grimpeurs, de trouver un partenaire de grimpe et d'avoir la possibilité de pratiquer sur leur temps libre sans moniteur. Du coup, pour nous, c'est encore un lien qui est naissant, c'est encore frais. C'est tout petit encore. Parce que j'ai un seul patient qui en a fait ensuite, qui va dans une salle. Ses parents lui payent des cours particuliers, du coup. On essaye déjà... En fait, ce qui est limite, c'est que certains, ils ont vu que le début de ce qu'ils pouvaient faire, et du coup, ils se projettent pas tout de suite dans une pratique à l'extérieur. Et sachant que nous, on intervient vraiment le début du parcours de la situation de handicap. C'est vraiment, il y a eu souvent un gros événement traumatique, et les familles et les jeunes sont pas toujours tout de suite dans la pratique sportive. Donc, au moins, on leur a fait découvrir ce qui était possible, et on se dit que c'est une petite graine pour plus tard, parce que on est vraiment au début du parcours. Il y a d'autres batailles des fois qui sont à mener et qui sont plus importantes ou plus prioritaires. Et il y a tellement de chamboulements dans leur vie à ce temps-là, c'est pas toujours. Après, là, le jeune qui grimpait avant, il est vraiment sur une projection de sport adapté. Il en a plein en tête. Il n'avait pas l'escalade alors qu'il en faisait avant et qu'on l'emmène. Il dit bah oui, mais j'en fais. Mais voilà, on essaye aussi d'ouvrir qu'il y a autre chose après Roman Ferrari et que ça peut se poursuivre après son départ. Donc voilà, on travaille là-dessus en tout cas. Alors, pour faire le lien vers la réalité de ce qui, moi, m'habite en escalade, c'est l'extérieur. J'essaye, comme on fonctionne par cycle pédagogique sur une année, j'essaye d'emmener mes pratiquants en falaise. Alors, d'autres problématiques d'accès, du coup, on a quand même la chance sur Lyon d'avoir au moins 2 sites qui sont faciles d'accès. On a Lima, Villefranche, où on peut accéder en fauteuil, et Rivry. Rivry, on accueille aussi. C'est Rivry. Du coup, on accède aussi avec un véhicule en pied de falaise. Alors, ces 2 aménagements de falaise sont vraiment facilitants pour nous pour aller vers une pratique plus classique et éclairée de l'activité. Se limiter à la résine, ça serait quand même un peu frustrant. Alors, c'est pas possible pour tout le monde, mais j'y mets quand même un point d'honneur, essayer de boucler tous mes cycles avec une petite sortie. Ouais. Si vous voulez intervenir, vous pouvez. Hein. Ouais. Vas-y. La chance en milieu pédiatrique, on a un petit peu de chance, c'est que on n'a pas comme dans le milieu de l'adulte où les durées de séjour sont très courtes. Nous, on a en moyenne une durée de séjour de 1 an à peu près. Et en fait, on peut les emmener si ils sont aptes à aller rapidement à l'escalade. Des fois, ils font 3 sessions. Donc, on peut là, ils ont vraiment une vraie découverte. Mais c'est pas toujours le cas. On vient voir Cyril tous les mardis après-midi. Sauf vacances scolaires. Mais voilà. C'est vrai que le rythme est important. Souvent, pour des raisons financières ou de logistique, les séances sont espacées. Le travail, du coup, est beaucoup plus long. Et c'est vrai qu'un accueil régulier, toutes les semaines, parfois plus d'1 heure, si c'est de l'accompagnement individuel, c'est très, très important pour voir les retombées et les bienfaits de ces cycles. Exactement. On lui met un moniteur dédié qui a cette spécialité. Oui. On a soit des DE ou des BE qui ont la possibilité, soit des professeurs d'activité physique adaptée. En termes d'équipement, par rapport à l'accessibilité du site lui-même ou...
travaille pas mal sur l'IMA, que j'aime bien, parce qu'on a, un secteur plutôt école, avec pas trop d'ancrage où on puisse mettre les doigts. Des fois, ça met plus en danger qu'autre chose. Voilà, il y a des petites choses où, si on peut avoir des secteurs où il n'y a que de la moulinette à équiper par le haut, ça dépanne bien. Quand on a des petits troubles du comportement, qui ne sont pas compris certaines consignes de sécurité, de ne pas aller mettre les doigts dans les plaquettes, comme sur les murs adaptés d'ailleurs en structure éducative. On évite d'avoir trop de points d'ancrage quand on peut. Après, je vais vous dire, on va retomber dans les choses très classiques, mais il y a Saint-Didier-sur-Ivry, il y a des toilettes sèches au pied de la falaise. Bah, mine de rien, quand on fait un accueil, c'est un gros plus. Voilà. Rivry, ouais. C'est Rivry, ouais. Franchement, c'est le choix d'une municipalité qui nous facilite la vie au quotidien quand on fait un accueil. Voilà, c'est bête, hein, c'est l'aménagement de base. Non, mais c'est pas bête, mais c'est vraiment une des problématiques. Hein. Beaucoup de personnes en fauteuil ont besoin très régulièrement, ont besoin de s'hydrater beaucoup déjà, et ont besoin très régulièrement de passer par les toilettes. Et en milieu naturel, c'est complexe. Hein. En fait, si je peux... Enfin, pardon. La question de l'accessibilité de l'escalade, enfin, je vais essayer de le faire court, mais l'escalade, en soi, c'est une activité d'adaptation. Donc, en fait, la falaise, telle qu'elle est, elle est bien. À partir du moment où elle est adaptée au niveau du public qui vient. Il y a des grimpeurs en situation de handicap et des grimpeuses qui grimpent très fort dans des sites de performance. D'autres qui ont besoin de sites d'initiation, mais comme tout site d'initiation. On a vraiment une problématique sur, par exemple, des choses toutes bêtes, mais c'est les gros blocs qui sont mis pour empêcher les voitures de passer. Mais quand on arrive avec les fauteuils, entre les blocs, il n'y a pas toujours le passage d'un fauteuil. C'est une petite chose. Et après, je pense que c'est ce que dit Cyril. C'est vrai que moi, j'utilise pas mal une petite falaise de lin, Porcieux, qui est une petite falaise d'initiation, qui est très sympathique parce que le bas est tout plat. Donc, il n'y a vraiment aucun risque en bas. Tout le monde peut se déplacer. Et le gros intérêt que je vois, c'est que tout seul, je monte, je fais du tir-clou vite fait, et après, je circule et je mets 12 cordes en même temps sur les points d'ancrage. Parce qu'ils sont accessibles rapidement. Parce que de fait, on est souvent... On ne peut pas trop se faire assurer par le public. On est obligé de venir en avance pour être après très disponible. Donc, tout ce qui facilite en fait la mise en place, on va dire, d'une situation pédagogique, voilà, ça c'est intéressant. Et puis, des zones ombragées. Des zones ombragées en pied de falaise, donc avec des arbres qui ne vont pas nous gêner pour les temps d'assurage, mais ouais, ces zones plates à l'ombre, de la table de pique-nique aussi, parce que les repas au sol ou dans le fauteuil, c'est pas toujours évident. Ce sont des petits aménagements, mais le reste, oui, je rejoins Hugues. Le grimpeur s'adapte à ce qu'il rencontre, c'est un peu l'objet de l'activité. Et un vrai sol qui porte, parce que s'ils se sont épuisés à pousser le fauteuil, juste c'est plat, mais si ça s'enfonce, c'est hyper important parce que souvent l'énergie motrice qu'ils ont n'est pas infinie et il faut que ça serve à l'activité et pas juste au déplacement. Juste, pour l'anecdote, mais c'est intéressant de voir, il existe dans le Morvan le Rocher du Chien, qui est un site qui avait été pensé avec une volonté d'accessibilisation pour des déficients visuels. Alors c'est un domaine que je connais très bien. C'est parti d'une idée, d'une bonne volonté. Et donc il a été inséré dans le rocher, en forant, des petits émetteurs, ensuite cachés, rebouchés, qui sont à côté de ce qui est supposé être chaque bonne prise de la voie. C'est un équipement qui coûte très très cher, qui équipe 3 voies. Et pour l'utiliser, il faut passer à l'office du tourisme, réserver, enfin donc à l'avance, aller chercher des bracelets qu'on pose là, et en fait autour du poignet. Et donc l'imaginaire, c'est que les personnes vont déplacer leurs mains, ça va biper, elles vont savoir qu'elles sont sur la prise. Dans l'idée, voilà, on comprend que ça émoustille un peu les... En fait, dans la réalité, vous voyez tous les freins qui se mettent en place. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller à la falaise. Déjà, il faut que je pense à réserver à l'avance pour être sûr que les bracelets soient là. Ensuite, il faut y aller dans des horaires où l'office du tourisme est ouvert. Il faut que je reparte quand il est pour rendre le matériel. Je ne repars pas quand je veux. Et finalement, il y a 3 voies équipées, mais est-ce que ces voies sont vraiment intéressantes? Est-ce que c'est celles qu'on a envie de faire aujourd'hui? Est-ce que c'est celles qui nous font progresser? Est-ce que la prise qui a été décidée là, en fait, moi, je la prends un peu mieux en inversé à côté, et finalement, c'est beaucoup mieux.
Et en fait, quand on travaille l'escalade avec des déficients visuels, on travaille beaucoup sur l'exploration, la mémorisation, et en fait, toutes les voies sont accessibles. Hein, aujourd'hui, Nicolas Moineau donc, a été un de nos grands champions handi-escalade. Il fait 7C+, sur une falaise qu'il connaît, en tête, hein, en étant déficient visuel complet. C'est un expert qui a travaillé, mais en fait, il n'y a pas besoin de site aménagé. Lui-même, il s'est adapté au fur et à mesure au site. Guidage au sol, hein, et puis mémorisation. Donc c'est intéressant d'avoir une interaction avec son assureur guide, et puis ensuite mémorisation des mouvements. Hein. Voilà, on sait quelle main tient et à quel endroit on clip, et voilà. Alors j'ai, dans la mesure du possible, toujours essayé de proposer une démarche inclusive dans les cours. Alors ça s'est plus passé pour l'instant sur du handicap sensoriel, principalement. Malvoyant, non-voyant. Mais on a aussi un jeune hémiplégique qui vient en cours régulièrement avec nous. Voilà. J'essaie de le proposer, alors que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Ça, c'est une démarche qui est celle de l'association à l'origine, c'était de ne pas créer trop de scission entre personnes porteuses de handicap et les autres grimpeurs. Par contre, on est quand même obligé de passer par des cours dédiés, des fois juste pour avoir le temps dont on a parlé tout à l'heure, ou qu'on ne pourra pas forcément prendre dans la séance classique en inclusion. Je vais prendre des fois une année préparatoire où on va apprendre à assurer, apprendre à faire son nœud, dans un cadre un peu plus cocooning. Voilà, on prend le temps de se mettre. Et après, on fait cette bascule sur le cours en inclusion. J'ai la même démarche sur l'escalade après cancer qu'on a mis en place aussi, c'est pareil. Mes petites dames, elles ont une année de cours, et puis après, quand elles souhaitent passer en cours classique, elles passent en cours classique. On crée un petit préalable. Ça permet de passer des passeports, qui pour nous sont un sésame aussi pour passer en club. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif des passeports, mais c'est passeport blanc, on démarre, on sait mettre son baudrier, j'assure en moulinette. Voilà. On suit cette démarche avec tout le monde, que ce soit porteur de handicap ou pas. Alors, le sport santé, ça commence à arriver. Après, je ne suis pas du tout au fait de ça, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je sais par contre que le CREPS et peut-être aussi la FFME font des formations dans le cadre de leur diplôme pour aborder l'aspect petite enfance et l'aspect handicap. Donc, ils ont peut-être une semaine de formation. Je vais le laisser peut-être parler, il sera plus au fait. Voilà. Bon, il y a une formation complémentaire sur l'handi-escalade. Après, sur tout ce qui est... on fait un petit passage par le sport santé, vite fait. Il y a 6 jours de formation organisés par les FFME autour de l'escalade après cancer. Ça, c'est articulé déjà, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne depuis 4 ou 5 ans, avec une qualification propre à la FFME. Sur le handisport et le sport adapté, c'est un petit peu plus compliqué. Chaque fédération, pour l'instant, gère ses formations. Donc, handisport a sa propre formation, sur 5 jours, je crois. 5 jours, sport adapté, 2 jours. Et dans le cadre, parce qu'on a aussi des gens qui ne sont pas grimpeurs, comme Émilie, hein, des kinés, des ergots, voilà, on a le choix. Et ils ont besoin aussi de cette formation. Et là, par contre, on a eu 2 formations sur 2 jours à l'Institut de motricité de Strasbourg et une formation sur 5 jours que nous, on fait sur Vaux-en-Velin. Voilà. Et toutes ces formations ne sont pas diplômantes d'État. C'est vraiment juste une attestation de compétence. On va s'ouvrir sur le handicap. Après, il y a des personnes qui connaissent le handicap, qui ont besoin de la technique, et d'autres qui ont la technique et qui ne connaissent pas le handicap. Donc c'est vraiment un peu comme pour le projet du grimpeur porteur de handicap, il faut s'adapter à chaque demande.
financement pour des projets à destination de publics éloignés des pratiques sportives. Donc c'est une source de revenus pour pas mal d'associations, de clubs, d'essayer de développer ce domaine-là. Du coup, il y a un champ de formation qui s'ouvre et il y a des enjeux, voilà, un peu entre, pour le dire sobrement, voilà, il y a quelques enjeux de pouvoir et de finances derrière. Mais il existe des acteurs qui sont aujourd'hui capables d'assurer, donc ces fameux enseignants en activité physique adaptée, c'est un diplôme universitaire qui donne des prérogatives d'encadrement pour toutes activités physiques à partir du moment où ce n'est pas de l'entraînement à visée compétitive. Et donc l'escalade peut en faire partie dans le cadre où la personne se sent les compétences, c'est ce que expliquait Cyril, entre voilà, connaissance, oui, connaissance des situations de handicap, mais aussi connaissance de l'activité avec ses risques et ses spécificités. Et puis, on peut se dire aussi que s'adapter à son public, c'est des prérogatives d'encadrement général. Un enseignant ordinaire, il s'adapte à un public varié, différencié tout le temps, et que dans un club, les initiateurs de clubs peuvent aussi apprendre à aménager et à adapter leur temps de formation et d'accompagnement. Voilà, toujours passer par la spécialisation, c'est aussi conserver l'idée que c'est un public spécifique et qu'on a besoin de gens spécialisés, donc on est un monde à part. Et finalement, si on essaye de penser une pratique inclusive de l'escalade, c'est aussi se dire que ça fait partie du commun, on s'adapte à l'âge des pratiquants, à leur niveau, et donc en fait on s'adapte à certaines déficiences. Avoir l'envie, oui, j'ai bien compris, je veux dire, parce qu'une personne seule, c'est très difficile, tu vois, elle n'est pas accompagnée, je pense que porter un petit peu la fleur au public, très bien d'avoir aussi cette information-là, mais j'aurais aimé savoir quels sont les prérequis pour pouvoir accéder à cette formation-là, parce qu'un BE, je m'excuse, mais c'est pas la portée de tout le monde, c'est pas la portée de tous les acteurs, bien loin de là. C'est la différence entre l'associatif et les salles privées, c'est que nous, on embauche, on ne peut pas embaucher d'initiateurs. Donc le CQP, c'est récent. Et après, on embauche des enseignants APA et des brevets d'État ou des DE. Alors du coup, ça sera... Voilà. Alors, sur l'associatif, affilié à une fédération, qu'elle soit celle du sport adapté, si c'est l'objet du public, ou celle d'handisport, ce sont des bénévoles qui vont se former aux bonnes pratiques. Sachant que handisport a articulé son cursus de formation avec un prérequis qui s'appelle l'ABCDR, qui est en fait une explication de ce qu'est le mouvement fédéral, le handicap, les différents types de handicap. On a un premier prérequis, et après on a des formations un petit peu plus techniques par activité. Que ce soit de l'escalade, après de la boccia, le monde du handicap est fait de nombreuses activités dédiées. Mais c'est vraiment un cursus fédéral comme celui que suivent nos initiateurs en club pour le SAE, le SNE, ce cursus qu'on connaît en FFME. La question au sein de la FFME est en cours de maturation, on va le dire comme ça. Forcément, c'est une problématique du moment. On sait qu'on a des demandes d'accueil de personnes porteuses de handicap en structure FFME et on n'a encore pas en face un initiateur spécifique handicap. C'est en train de s'articuler. Mais pour prolonger ce que dit Cyril, vous voyez qu'on touche là à une question fondamentale, qui est une question presque anthropologique, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin
d'avoir des personnes désignées comme étant compétentes spécifiquement pour des gens qu'on va repérer dans son groupe comme étant différentes. Parce que ça pose une question. La plupart des demandes des handigrimpeurs et grimpeuses qui veulent pratiquer, c'est être avec tout le monde et faire l'activité à leur façon, mais comme chacun d'entre nous la pratique à sa façon. Du coup, c'est aussi un risque. Trop technicisé, trop spécificisé, si j'ose dire ça, l'escalade, c'est aussi l'appauvrir. On a, si je rebondis sur la question des sites, si on choisit bien son site, on a plein de sites disponibles, et toutes les pratiques sont possibles. Et en fait, ça serait peut-être un piège de croire que c'est réservé à des gens qui ont une connaissance particulière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comme disait Cyril, se renseigner, ouvrir un peu dans l'entourage, prendre connaissance des contextes, mais ça reste une activité de loisir et on ne peut pas décider que pour certaines personnes, il y aurait un ticket d'entrée, un droit d'entrée qui serait de venir avec une formation qui corresponde, une prise en charge spécifique. Mais à l'inverse, une personne lambda comme moi n'aura pas les connaissances et le comportement voulu. J'aurais peur de faire des boulettes en ne prenant pas en considération le handicap à son juste niveau. C'est plus empreinte d'humanité. Moi, il y a une volonté d'accueillir. Après, l'aspect technique, il est lié il va découler de l'échange, déjà avec le sportif lui-même. Parce que là, on parlait entourage, mais il y a déjà ce premier échange. Vous savez, le projet, aussi modeste soit-il, et puis après, les infos, vous pouvez aller les chercher. La technicité, on reste sur de l'escalade en moulinette, une technicité que on maîtrise tous normalement. Après, les prérequis, on a le certificat médical, donc on a quelqu'un qui est apte en face. On va quand même passer par ce premier sésame. Moi, j'ai un avis médical en amont, je ne vais pas prendre n'importe qui non plus. Voilà, juste cet avis médical. Après, je m'adapte. J'adapte mon mur, mais ce sont des petites adaptations. Il ne faut pas en faire non plus tout un monde. Alors nous, on a des cours qu'on appelle des cours découvertes en fonction donc c'est de l'initiation pour des adultes. On a la possibilité, si la personne se présente en amont et qu'on a connaissance de son handicap, alors ça sera peut-être, ça sera jugé en fonction du degré de handicap, mais il y aura tout à fait la possibilité de les intégrer dans des cours en étant encadrés. Nous, pas encore. Ouais. Mais nous, on a des groupes où il y a des jeunes qui sont issus de la filière traumatologie, nous, comme on appelle là au centre. En fait, ils n'ont pas un handicap, ils ont eu une fracture, et ils reprennent une activité. Donc, en fait, ils sont juste en reprise d'activité sportive et ils viennent avec d'autres personnes qui ont, eux, un handicap plus lourd, mais ils sont ensemble et ils trouvent leur... on en a certains qui ne sont pas communicants et ils vont trouver leur moyen de communiquer entre eux, malgré que le jeune et l'autre ne soient pas porteurs de handicap. Ils arrivent à grimper ensemble, ils vont arriver à s'assurer et ça marche en fait. Et je pense que pour revenir à ce que vous demandiez, alors moi je n'y connais rien en formation, mais par contre je sais que quand on emmène un groupe, avant ce que faisaient les kinés, pour ne pas les accuser, il y en a une dans la salle, c'est pour ça. En fait, elles envoyaient à Cyril un mail avec la pathologie de l'enfant et ce qu'il fallait faire ou pas faire avec le jeune. Et moi, depuis que je suis dans le groupe, je leur ai dit non, on va... en fait, Cyril, il connaît. Et même si on ne connaît pas, si on arrive avec tout un tas d'informations énormes, on a plein d'a priori et on suradapte l'activité par rapport à ce qu'on sait d'avance. Alors que
Alors, sauf, par exemple, si, enfin, quoi que non, tu n'as même pas dit, je crois, mais pour les crises d'épilepsie, par exemple, non, mais voilà, ça peut être juste, ça peut être impressionnant et dire, bah voilà, on a le traitement en cas de, c'est OK, on sait que ça peut arriver, mais autrement, moi, j'aime bien y aller comme une personne lambda qui voudrait découvrir le sport, en fait. Parce qu'autrement, on se dit, ah oui, mais alors ça, il va pas y arriver à le faire. Alors, on va penser à... Et en fait, on va proposer un truc pas intéressant puisqu'on aura suradapté tout ce qui pourrait être proposé aux jeunes. Voilà. Il a fallu créer les occasions. Nous, au sein du CPEA, ça a été dans le cadre de notre contest annuel qui était ouvert aux adhérents. Voilà. Et ça a été l'occasion de rencontres et de se dire, bah voilà, oui, on a au sein du club des personnes porteuses de handicap avec des lourds handicaps qui sont sur le mur et qui pratiquent. Et dans un autre domaine, la compétition s'est ouverte dans le Rhône et au-delà, avec, dans les mêmes compétitions, les grimpeurs valides et ceux porteurs de handicap. Voilà, maintenant, c'est d'ailleurs avec un respect au niveau, parce qu'on a pas mal de grimpeurs en situation de cécité totale. On a besoin d'un certain calme, alors que les compétitions, vous le savez tous, c'est un milieu assez bruyant, et on a un respect, on n'a pas besoin de réclamer. Ça se fait, le calme se fait tout seul. Ça a été un très bel accueil. Mais ça depuis le championnat d'Europe, je crois. Ouais. Enfin, juste pour conclure sur cette réflexion, mais qui est un enjeu profond, hein, ce que vous évoquez. C'est vraiment, voilà, dans toutes les enquêtes qu'on mène auprès de personnes concernées, la première demande de pratique, elle n'est pas du tout sur les questions de santé, de rééducation, elle est une activité pour sa spécificité, c'est ce qui apparaît en premier, c'est-à-dire l'escalade pour ses valeurs, pour son imaginaire, pour ce qu'elle porte, et ensuite pour être avec d'autres. Hein. C'est vraiment les deux facteurs de motivation des personnes. Donc ça, c'est important à intégrer. Et voilà, moi, dans les rencontres que je mène et les entretiens que j'ai pu faire avec de nombreux handi-grimpeurs et grimpeuses, ce qui ressort quand même, c'est à partir de ça, certaines craintes qui sont des auto-limitations, en se disant « je vais ennuyer tout le monde ». Hein, j'ai l'exemple d'un grimpeur là qui, voilà, son club, il grimpe régulièrement avec son club, tout se passe bien, et puis le club fait projet d'un séjour à Kalymnos. Donc une île grecque, voilà. Un peu le Tahiti des grimpeurs, hein, on va à Kalymnos. Il dit je n'ose pas y aller, alors que c'est quelqu'un qui est intellectuellement en toute possession de ses moyens. Il dit mais j'ai peur d'y aller parce que là-bas il va y avoir la question de la vie quotidienne, et dans la vie quotidienne je ne veux pas être une charge pour les autres. Il va falloir se déplacer sur les sites, il va falloir qu'il m'accompagne à chaque fois. C'est un bon grimpeur. Il est déficient visuel, il a besoin qu'on l'accompagne. Hein. Et alors après, la question dans le logement, les sanitaires, enfin, vous voyez, c'est tous ces problèmes. Et ça, c'est peut-être ce à quoi il faut le plus préparer l'environnement, c'est est-ce qu'on accepte que chacun et chacune, dans l'espace commun, donne un peu de son temps, un peu d'attention. Hein. Pas des aménagements complexes, comme disait très bien Cyril, mais un peu de son temps, un peu de son attention. Tiens, effectivement, au moment où tout le monde part, je vais vérifier qu'il a bien vu par quel chemin on prenait, ou des petites choses comme ça. Et puis, on va peut-être le guider un peu sur le sentier. On va lui faire visiter l'escalier un peu obscur qui descend aux toilettes. Comme ça, après, il ira tout seul, etc. C'est tout en fait envisageable. Il y a la question de la fréquentation, évidemment, qui pose problème. Parce que, voilà, comme je le disais, l'escalade, c'est à la mode et on est un peu victime de notre succès avec une forte fréquentation qui est souvent pas optimale pour une pratique, on va dire, idéale. Mais voilà, c'est envisageable. Après, se pose la question aussi de la formation, quoi. Nous, on voit qu'on manque un petit peu d'encadrement. On manque soit de gens diplômés, soit de gens qui n'ont pas, en tout cas, une petite formation ou un intérêt pour les personnes en situation de handicap. Donc il faut qu'on éveille
les gens et qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité de bosser chez nous. Et après, à nous d'adapter nos cours et de créer ce genre de choses qui auront leur intérêt en effet. Et je reviens sur l'autolimitation dont parlait Hugues. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur le salon du handicap qui avait lieu tous les 2 ans sur Lyon. Il fallait se mettre au milieu du chemin pour arrêter les personnes et leur dire « venez sur le mur, venez essayer », pour qu'elles se rendent compte qu'elles étaient en capacité de. Il y a aussi ça. Je suis un porteur de handicap. Non, c'est pas une activité pour moi. Et pourtant, si. On peut sortir une personne de son fauteuil, parce que c'est encore toujours l'objet symbolique de... Voilà, pourtant, c'est une toute petite portion des personnes porteuses de handicap, le fauteuil. On peut sortir une personne de son fauteuil, si elle a un peu de motricité dans les jambes, une station debout, on passe sur le mur. Et pour les autres handicaps invisibles, il y a des limitations. Oui, parce que j'ai des troubles de la compréhension, j'ai des troubles de l'effection du mouvement, tout ça, mais on va trouver des adaptations en prenant le temps. C'est toujours cette notion de temps. Voilà. Mais il n'y a pas que le monde des valides qui n'est pas prêt, il y a aussi une part des personnes porteuses de handicap qui n'est pas prête à aller vers l'activité parce qu'elle s'auto-limite. À nous de communiquer, à nous de montrer la possibilité d'être accueillis au sein des clubs ou des structures commerciales ou des structures rééducatives. J'ai de nombreux grimpeurs moi, qui font leur premier pas en centre de rééducation. Parce que là, ils sont dans un cadre où ils font confiance à leurs soignants, ils se disent qu'ils vont être bien pris en charge, il n'y a pas de souci. Et on les retrouve en club quand on est prêt à les accueillir. Voilà. Je vois que le temps va bientôt arriver à sa fin. Est-ce que pour conclure, vous pourriez chacune essayer peut-être en quelques mots à partir des expériences que vous avez, du temps un peu écoulé, puisque voilà, il y a des expériences longues. Comment vous voyez un peu les perspectives d'évolution, ce qui vous paraît nécessaire justement pour ce qu'on a peut-être commencé déjà à évoquer, mais pour une diffusion un peu plus massive de ces pratiques, faire connaître l'handiescalade et favoriser cette diffusion? Peut-être quelques points clés simplement de ce qui vous paraît encore un peu des facteurs limitants aujourd'hui, des freins qu'il faudrait lever. Il faut qu'il y ait une porte ouverte avec des compétences et une envie d'accueillir. La compétence, on l'a dit, c'est pas une hyper compétence. On va pas trop spécifier le moniteur non plus, mais voilà, il faut cette porte ouverte en club, il faut être prêt. Avec un staff suffisant. Voilà, je réinsiste sur la question du projet porté par une personne. Malheureusement, ça fait que passer ce genre de projet. Après, voilà, il faut qu'on soit tous prêts à les accueillir. C'est la question voilà, donc de la formation. Je ne sais pas si... Oui, on n'en parle pas assez, mais voilà, on manque de professionnels, d'encadrants, de gens qui ont cette volonté. Donc voilà, c'est un appel aujourd'hui dans tous les milieux associatifs, privés. Voilà, on fait face, je ne sais pas si c'est le Covid ou si c'est la ville, si c'est voilà, d'autres facteurs, mais voilà, nous, on relève ce problème-là. Et puis après, on n'en parle pas assez, mais c'est voilà, la communication, la visibilité, le bouche à oreille. Comme dit Hugues, il y a plein de possibilités, il y a plein de gens qui sont dévoués, qui sont voilà, passionnés et qui attendent que ça, de pouvoir accueillir, de pouvoir mélanger les publics. Donc voilà, on est tous motivés et animés par ça. Il y a plus qu'à, et c'est vraiment la discussion, l'échange, le partage qui ouvrira ces portes-là. Sur les cours collectifs, oui. Non, on voit aussi quelque chose, c'est que pour les enfants, entre les cours collectifs et les cours individuels, oui, en tout cas, ce qu'on repère actuellement, comme je le disais, c'est pour les enfants, par exemple, qui présentent des troubles autistiques, c'est qu'on a du mal à les intégrer dans un cours collectif. On a beaucoup de demandes. On les accueille actuellement en cours particulier, mais c'est vrai qu'il faudrait tendre vers un cours mixte. Alors, ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend peut-être de réduire les effectifs, d'adapter la durée des cours, de réduire peut-être la durée du cycle. Donc, il y a plein de choses à réfléchir. Et ça va dépendre des demandes qu'on a. Si on n'a qu'une seule personne, c'est difficile d'adapter tout un cycle, toute une école d'escalade
uniquement en fonction de cette personne. Par contre, si on a plusieurs demandes et qu'on se rend compte qu'on peut intégrer un petit groupe au sein de l'un de nos cours collectifs, on essaiera de faire cette passerelle-là, cette adaptation, mais pour l'instant, ça ne peut pas être fait au cas par cas. Il faut que ce soit plus de demandes dans ce sens-là. Je sais pas si c'est ça. Je pense que nous, c'est un manque de visibilité encore. Les patients ne savent pas forcément vers qui s'adresser, mais c'est un peu, pour tous les handisports, c'est toujours quand même un petit peu, faut chercher un petit peu au début pour pouvoir trouver des endroits. Et puis le principal frein, je pense que c'est quand même la personne elle-même qui s'auto-freine à aller voir même des milieux ouverts, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont bien pratiqué, ils ont les compétences et ils savent exactement expliquer les petites adaptations pas si grosses, et du coup voilà, c'est ça le principal. Est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques que vous voulez... C'est un syndicat auquel je ne fais pas partie, donc je ne pourrais pas dire. Il ne me semble pas que la partie accessibilité soit abordée pour l'instant. Après, peut-être... Ouais. Oui, le coup de leur demander. Vous faites bien oui, Solène est là, donc ça vaut le coup d'aller discuter avec elle. Alors, voilà, après, ça a été un choix. Enfin, on se connaît bien. Hein. Voilà, il y a 2 ans, on avait fait cette thématique, on avait fait cette table ronde avec une ouverture sur les pratiques de haut niveau. Aujourd'hui, l'idée, c'était plutôt de parler de ce qui se pratique, je veux dire, à la base, hein, qui n'est pas une vision hiérarchique, mais en fait, ce qui se pratique dans le commun. Le parcours de Solène, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. C'est un parcours de performance sportive avec tout ce qui la rapproche du haut niveau en escalade. Et ce n'est pas vraiment représentatif, hein, des pratiques d'escalade. C'est comme si aujourd'hui, le salon ne tournait que autour du champion olympique. Hein. On avait envie d'essayer de mettre un peu en lumière les pratiques ordinaires, les pratiques communes. Le côté était très maladroit dans la présentation, et je voulais surtout mettre en avant le fait que du coup elle nous en apprend beaucoup aussi sur l'escalade, mais aussi sur son parcours et sur le côté inclusion. Et Un grand merci de votre participation et merci de votre écoute et de votre présence. Et puis on espère que ça vous aura apporté quelques enrichissements.